Bonjour, le deuxième CM pour le traitement numérique des images. Hop. Donc on s'était arrêté sur la partie, sur l'introduction, hein. On avait parlé de la limite de diffraction, on a parlé de la relation de conjugaison optique qui nous permet de connaître la résolution de notre système de captation. On a parlé un petit peu aussi de l'effet photoélectrique, hein, dans les grandes lignes, de l'énergie qui dépend de la longueur d'onde et de pourquoi le silicium et les semi-conducteurs à faible band gap sont plutôt bien pour observer des scènes dans le visible. Hein. Donc maintenant on va enchaîner justement sur ces capteurs et sur ces capteurs CCD et CMOS. Alors, CCD, qu'est-ce que ça signifie? Charge Coupled Device, charge pour les électrons, quoi. Hein. Et CMOS, voilà, vous avez ici les acronymes qui sont expliqués. Quelques petites définitions qui seront utiles. L'efficacité quantique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'efficacité quantique? C'est le rapport entre l'énergie générée par mon capteur et l'énergie qui vient illuminer mon capteur. Donc en gros c'est le rendement. Hein, si j'envoie tant d'énergie, tant de photons, combien j'ai d'électrons générés. Le fill factor, c'est le remplissage. Entre les deux technos, CCD et CMOS, vous verrez le remplissage donc sur la surface de mon capteur. Quelle est la surface réellement occupée par ma zone photosensible? D'accord? Parce que il y a évidemment plusieurs pixels, il y a tout un aiguillage électrique qui permet de récupérer l'information. Cet aiguillage prend de la place et vient diminuer le fill factor. On cherche évidemment des capteurs avec un fill factor, un remplissage de 100%. Voilà. On voit ici déjà deux différences qui apparaissent entre le CCD et le CMOS. Le CCD, ça demande des procédés de fabrication qui sont spécialisés, alors que le CMOS, c'est une techno qui est basée sur les productions de circuits à base de silicium, production de circuits classiques à base de silicium. Donc c'est évidemment un avantage pour le CMOS en termes de production. Donc ça c'est une comparaison. On voit mal ici, hein, c'est écrit CMOS CCD à gauche et CMOS APS à droite. Donc les inconvénients, les avantages de l'un et de l'autre. CCD c'est plus cher, plus compliqué. Par contre, l'efficacité quantique est meilleure et le facteur de remplissage est meilleur aussi. Le CMOS, est moins bon en termes de fill factor, du moins à l'origine. Par contre, il a plusieurs intérêts. On peut avoir de l'accès aléatoire, donc ça c'est intéressant. On peut récolter le signal de manière plus rapide. Voilà. Bon, ici les défauts, pas de surprise, hein. L'avantage de l'un, c'est le défaut de l'autre. Alors, si on regarde en termes d'occupation du marché, alors ça c'est un diagramme qui date un petit peu et qui est un petit peu faux, hein, parce qu'il s'arrête en 2010 et ça c'était des anticipations. Ce qu'on peut quand même dire, c'est que les CCD et les CMOS, il était anticipé et bien que les CMOS allaient occuper de plus en plus de parts de marché, notamment vers ces applications-là. Imaging phones, vous voyez, on appelait ça à l'époque, les smartphones, on appelait ça les imaging phones. Aujourd'hui, effectivement, c'est des CMOS qui équipent tous les... et c'est des CMOS de qualité. Et les CCD vont plutôt sur des applications à haute valeur ajoutée par unité, donc des applications scientifiques, des applications médicales. Néanmoins, aujourd'hui,
étant moi-même chercheur, j'achète régulièrement des capteurs d'images à très haute efficacité. Et le dernier que j'ai acheté, c'est un CMOS, parce que il était un peu moins cher que le CCD, et puis en termes de performance, il était tout aussi valable, même en termes d'efficacité quantique. Donc c'est une séparation qui s'atténue un petit peu, parce qu'évidemment les technologies deviennent de plus en plus matures. En termes de principe, il y a une différence assez intéressante entre le CCD et le CMOS. Il y a évidemment le procédé photoélectrique à la base, qu'on retrouve ici, avec une accumulation d'électrons au niveau du pixel, et ça c'est vrai aussi bien en CCD qu'en CMOS. La différence, c'est que le transfert de charge se fait avant la conversion et l'amplification, dans le cas du CCD. Donc en fait, c'est toute la matrice de pixels qui est gérée et qui est ensuite amplifiée, alors que pour le CMOS, cette amplification se fait sur place, au niveau du pixel. Donc on comprend déjà, on imagine que ici on va avoir de la circuitry, ils disent en anglais, donc des éléments électroniques pour faire cette amplification au niveau du pixel, donc ça va prendre de la place. Alors qu'au niveau du CCD, le pixel il peut être quasiment aussi grand qu'il veut pour récolter la lumière, on fait le reste après. Alors, petite histoire quand même sur les CCD, ça a été développé par les laboratoires Bell. Je vous invite à regarder quand même ce qu'ont fait les laboratoires Bell pour les technologies d'aujourd'hui, entre la fibre optique, le téléphone, le CCD, le laser, c'est incroyable ce qui s'y passait à l'époque. Et bien les deux collègues là cherchaient à la base à faire une mémoire pour stocker de la donnée, mais à partir d'un semi-conducteur. Et le silicium souffre de l'effet photoélectrique, surtout dans les infrarouges, donc ils se sont aperçus qu'il était sensible, mais c'était un problème en fait pour leur application. Mais l'innovation de rupture, c'est pas vraiment ce qu'ils cherchaient à faire au départ. Ils n'ont pas fait une mémoire, mais ils ont fait la première restitution en live d'une captation, ce que vous voyez ici. Et ça, c'est un truc assez général dans l'innovation, surtout quand suffisamment de latitudes sont laissées aux chercheurs. C'est-à-dire qu'on peut avoir un projet à la base, et c'est sur le chemin de ce projet qu'on va dépister des innovations qui peuvent vraiment changer la donne. À titre culturel, celui qui a démontré la première diode laser. Alors des diodes laser, vous en avez dans tous vos graveurs de Blu-ray. Voilà, et des diodes laser, il y en a dans tous les lasers aussi, dans les pointeurs laser, dans les lasers de puissance. Il y a des diodes pour les premiers étages d'amplification laser, pour faire simple. Bien, quand la diode laser a été montrée, le chercheur, j'ai oublié son nom, désolé, mais il a dit que voilà, j'ai une solution à un problème qui n'existe pas. Voilà. Tout ça pour vous dire que on peut avoir l'innovation sous le nez sans savoir encore toutes les applications qui vont en découler. Alors, si on se concentre un petit peu sur le CCD, voilà comment ça fonctionne. On a notre substrat de silicium ici, et on va créer un puits de potentiel. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un puits de potentiel ? Vous avez dû voir ça en physique. Un puits de potentiel, c'est quelque chose qui va piéger un élément physique. Donc, par exemple, si vous avez une balle, une bille qui est au fond d'un puits, elle est dans un puits de potentiel parce qu'il va falloir lui donner beaucoup d'énergie pour la sortir du puits. D'accord ? Il va falloir la pousser, taper dedans, et plus le puits est profond, plus l'énergie qu'il va falloir donner va être importante. Et bien, on peut faire ça avec des électrons sur un substrat de silicium.
Donc ce que vous voyez ici, c'est les pixels avec différents champs électriques. Donc vous voyez que sur les 2 pixels de gauche, il n'y a aucun champ électrique qui est appliqué. Et donc, eh bien, on n'a pas d'effet photoélectrique qui est généré ici grâce à cette barrière ici, qui est constituée de dioxyde de silicium. Donc SiO2, donc c'est de la silice fondue ou du quartz pour sa forme cristalline. Donc c'est du verre, hein, voilà. Tandis que là où on applique un champ électrique, donc on met un potentiel ici, eh bien les photons vont permettre de générer l'effet photoélectrique dans le silicium. Et donc des électrons vont être piégés ici à cause de cette tension ici. C'est-à-dire que vous savez que les charges sont attirées par le signe opposé, donc les charges électroniques, donc négatives, vont avoir tendance à s'accumuler ici. D'accord ? Et donc on a cette accumulation uniquement quand on a la tension appliquée ici. D'accord ? Voilà. Donc voilà comment on peut piéger des photons grâce à une tension. Ensuite, quand on a piégé suffisamment de photons sur notre matrice, eh bien, on va transférer les charges dans un... Alors là, vous voyez, l'image est un petit peu rigolote, hein, c'est un petit peu comme des seaux qui récoltent de la pluie, hein, qu'on va transférer sur le côté pour ensuite récolter, amplifier et stocker notre image pour ensuite la restituer. Donc vous voyez, les potentiels ici, ils servent à la fois à récupérer les électrons, ensuite on cache la surface photosensible et pour arrêter les effets d'accumulation de charge. Donc on cache de la lumière et on transfère tout, hein, une fois qu'on a accumulé, on transfère tout dans les registres. Voilà. Donc vous avez même chose vue d'une autre manière, la matrice de CCD, où les pixels accumulent l'information, donc les électrons, et ils sont transférés ici, et ensuite amplifiés et ensuite envoyés vers le frame grabber, donc c'est ce qui synchronise l'image. Donc évidemment, il y a une amplification, il y a un CAN, une conversion analogique numérique, donc une quantification, une horloge, etc. Les CMOS, c'est différent. Les CMOS, alors essayez d'oublier dans un premier temps cette lentille. On a cette surface qui est photosensible ici, donc on se retrouve avec une photodiode, voilà, qui va être sensible à la lumière. Et vous voyez que sur le carré, j'ai toute une surface pour un pixel qui est occupée pour amplifier, récolter et amplifier le signal. Donc c'est très différent, c'est-à-dire chaque pixel, si vous voulez, c'est un mini CCD pour schématiser un petit peu. Et la lentille, elle est placée au-dessus en fait pour pallier à ce problème de facteur de remplissage, pour que les rayons qui sont même hors de la zone de la photodiode, donc les photons qui arrivent sur la partie extérieure à la photodiode, soient redirigés vers la photodiode. Voilà. Donc vous avez ici la même chose qui est représentée, où chaque pixel est capable d'amplifier et d'avoir directement le signal électrique. Alors les avantages sont ici, ça consomme moins d'électricité, on peut avoir un accès aléatoire, donc ça peut être intéressant pour réduire du bruit, notamment. Évidemment, on perd en facteur de remplissage, on perd aussi en dynamic range, donc c'est la sensibilité, hein, donc c'est lié à l'efficacité quantique. Et c'était plus cher. Mais bon, c'est plus le cas.
Encore une autre manière de voir la même chose, avec le CCD à gauche et le CMOS à droite. Donc là, vous pouvez relire tranquillement, mais je pense que vous avez compris le principe. Comment est-ce qu'on a de la couleur maintenant? Parce que jusqu'ici, ce que je vous ai montré, vous voyez, c'est une image en noir et blanc. Bon, il faut faire la même chose pour les trois composantes à laquelle nous sommes sensibles, nous, qui sont le rouge, le vert et le bleu. Là, ce que vous avez ici, c'est une rétine, la macula d'une rétine. Donc, c'est une zone sur votre œil qui fait à peu près cette surface-là, qui est d'ordre du millimètre carré. Et cette zone, c'est elle qui capte toutes les images qui arrivent à vos yeux, toutes les scènes qui arrivent à vos yeux. Et si on regarde cette image, on s'aperçoit que on a beaucoup plus de cônes sensibles au vert qu'au bleu et au rouge. Alors là, on a l'impression qu'on a autant de vert et de rouge que de bleu, autant de vert et de rouge et beaucoup moins de bleu. En réalité, on a plus de vert et moins de rouge et moins de bleu. Alors on peut se poser la question, pourquoi évidemment, les scientifiques s'accordent à penser que ça vient de l'évolution, c'est-à-dire où il a fallu que notre œil s'adapte à la chasse dans les forêts, quoi. Donc il faut arriver à distinguer un maximum de sensibilité dans le vert, tout simplement. Ça peut sembler assez logique que des individus avec une mauvaise sensibilité dans le vert aient plus de mal à chasser, quoi. Donc ça semble assez logique. Et donc comment on va faire ça pour restituer la couleur perçue, donc pour capter cette couleur déjà puis ensuite la restituer? Eh bien on va utiliser, il y a plusieurs techniques. Il y a le RGB Bayer. Alors qu'est-ce que c'est que le RGB Bayer? C'est tout simplement de mettre devant la matrice CCD ou la matrice CMOS des filtres. Et on va dire, tu vois, toi, pixel numéro 1, tu vas t'occuper du vert, toi du rouge, et toi du vert, toi du bleu, etc. Donc on rajoute des filtres comme ça. Voilà. Alors évidemment, l'inconvénient, c'est qu'on perd en résolution, puisque finalement, un pixel couleur devient 4 pixels qu'on avait à l'origine en termes de résolution se transforme en un seul pixel couleur. Mais bon, c'est pas très cher finalement, puisque on n'a qu'un seul capteur CCD quand même, et juste un filtre à mettre devant. Alors, petite remarque au passage, sur tous les capteurs dans vos téléphones, dans les appareils photo, dans les caméras, il y a un filtre infrarouge, déjà. Parce que le silicium est sensible à l'infrarouge, et si on les coupait pas un petit peu, donc des infrarouges qu'on ne voit pas, eh bien on serait ébloui. Alors, c'est d'ailleurs un courant artistique, certains photographes qui s'amusent à démonter leur réflexe et à enlever le filtre et prendre des photos comme ça. Et c'est intéressant parce que finalement, vous savez certainement que tout corps chaud émet de la lumière. Vous savez bien que si vous prenez un morceau de métal porté à très haute température, il va émettre de la lumière. Eh bien, les arbres émettent beaucoup d'infrarouge quand ils sont éclairés. Beaucoup d'infrarouge. Donc, quand on prend des photos comme ça, en enlevant le filtre infrarouge, les arbres sont tout blancs. Enfin, les feuilles des arbres sont tout blancs. Ça, c'est joli. Vous regarderez pour votre culture. Donc ça, c'est un premier système. Deuxième système pour récupérer la couleur, qui est très malin, c'est d'exploiter l'absorption du silicium. Donc l'absorption du silicium, la profondeur, on appelle ça la profondeur de peau, donc la profondeur d'absorption de la lumière en fonction de la longueur d'onde de la lumière. Si vous vous souvenez bien, j'ai dit au cours précédent que l'énergie d'un photon dépendait de sa longueur d'onde. E égale h nu. Ça doit encore être là. Hop. Voilà. L'énergie d'un photon
dépend de sa longueur d'onde. Hein. Donc si la longueur d'onde est courte, comme les UV, ou comme le bleu, eh bien on a des électrons qui sont très énergétiques. Et donc on se doute que pour ces électrons-là, ils vont être absorbés rapidement. Hein, ils ne vont pas traverser beaucoup de silicium avant d'être absorbés, c'est-à-dire avant de rentrer en collision avec un électron. Alors, collision au sens, pas au sens mécanique, mais au sens absorption. Hein. Et donc accélérer un électron de façon à en faire un électron de conduction. Donc ça arrive tôt pour les électrons, pour les photons énergétiques et tard pour les photons peu énergétiques parce que les conditions sont plus difficiles à réaliser parce qu'il faut qu'il tombe sur l'électron qui est suffisamment proche de la bande de valence quand même pour venir être excité. Donc tout ça, ça fait que les profondeurs de peau sont différentes et donc on va pouvoir, dans cette techno qui s'appelle la techno fovéon, alors la fovea c'est la zone sensible de la rétine, donc fovéon, on va comme ça distinguer les trois couleurs en fonction de la profondeur. Donc c'est astucieux, on ne perd pas de résolution. Par contre, évidemment, vous voyez que les zones, ça va baver un petit peu, quoi. Hein, parce que c'est pas des zones vraiment définies. Hein. C'est-à-dire qu'on peut avoir un peu de rouge ici, de manière statistique, et un peu de bleu plus profondément ici. Donc les couleurs vont baver un petit peu entre elles. Une technique plus onéreuse, mais là on perd aucune information ni en résolution ni en couleur, c'est d'utiliser 3 capteurs et de séparer avec des filtres optiques les différentes couleurs. On peut aussi avoir un seul capteur et puis utiliser un filtre rotatif, donc là on va perdre évidemment en taux de rafraîchissement, mais on ne perd pas en résolution. Donc ça c'est très utilisé. Notamment en microscopie, parce qu'en microscopie, surtout dans le biomédical, on va rajouter en fait des éléments fluorescents ici, et on sait que tel ou tel élément va fluorescer à telle longueur d'onde. Donc on va rajouter en fait pas seulement des filtres RGB, mais des filtres qui vont vraiment laisser passer telle ou telle couleur. Par exemple sur une image comme celle-là, au début là, voilà. Ça sur une image comme celle-là, je sais même plus ce que c'est, j'ai un petit peu honte. Mais vous voyez, vous avez des éléments biologiques qui sont très différents, vous avez des choses un petit peu plus, circulaires, cellulaires, là vous avez plutôt des choses fibreuses, etc. Et donc à chacun de ces éléments, vous avez un fluorophore qui a été déposé. Et pour avoir... En fait, ça c'est la reconstruction de 3 images, avec pour chaque image le bon laser qui a excité les fluorophores qui ont émis à la longueur d'onde qu'on voulait bien, et ensuite on reconstitue cette image en mettant des fausses couleurs. Et ça c'est extrêmement utilisé en biologie. Je pourrais peut-être vous montrer là dans mon travail de recherche rapidement, c'est intéressant. Je travaille avec un laboratoire à Bixé et ils font fréquemment des analyses de cornées humaines et typiquement alors si je prends je risque de perdre un petit peu de temps là-dessus parce que j'ai pas prévu de vous en parler. Oui, ça doit être ça. Voilà. Alors là, pour le coup, c'était des tests sur les cristallins. Mais là, ce que vous voyez, c'est différents colorants qui sont mis dans des cristallins pour venir essayer de repérer les zones mortes, les zones qui ont été préservées après différents traitements. Donc vous voyez, en fait, c'est des images qui sont... on fait des tests, on cherche les meilleurs fluorophores, les meilleurs marqueurs pour ensuite avoir les meilleurs résultats. Voilà.
très bien. Tac, tac, tac. Alors, qu'est-ce qui peut venir dégrader la qualité des images? On va voir un petit peu tout ça. Alors, dans le terme aberration, on va englober tout ce qui dégrade. On ne va pas parler d'aberration optique tout de suite, mais d'aberration par rapport à la scène. Donc par exemple, on peut avoir des non-uniformités de scène. Là, ce que vous voyez, c'est une image en infrarouge, avec ici une trame qui peut venir de n'importe quoi. Bon, c'est certainement le capteur ou du bruit bien régulier, et puis on peut venir le corriger par des traitements sur plusieurs images ici, en moyennant par exemple. On a les aberrations optiques. Alors, les aberrations optiques sont liées à l'imperfection des optiques. L'aberration chromatique, vous avez dû en entendre parler, pour une lentille standard, c'est-à-dire faite d'un seul matériau, on sait que les différentes longueurs d'onde n'ont pas la même déviation. C'est ce qu'on appelle la réfraction. La loi de réfraction, l'indice de réfraction dépend de la longueur d'onde, via les formules de Sellmeier, de Cauchy, pardon. J'ai un doute. C'est les formules de Cauchy normalement. On vérifie quand même. Voilà. Donc là, vous avez ici une formule qui est bien connue. C'est l'indice de réfraction. Donc ça, vous savez ce que c'est. Et suivant la longueur d'onde, l'indice va varier. Parce que voilà, ici on a ici une courbe de dispersion, on appelle ça. Donc ça, c'est du verre de Bécasset. C'est un verre très répandu, un verre optique. Le Gorilla Glass, là, vous savez, le verre qui ne se casse pas, il est très proche de ce verre-là. Et ce que vous avez ici, c'est l'indice de réfraction qui varie avec la longueur d'onde. Alors évidemment, dans le visible, la variation n'est pas énorme, vous voyez, c'est du quelques pourcents, mais si on veut faire des images multicouleurs, ça va rajouter du flou. Blur en anglais, c'est du flou. On peut utiliser des lentilles, des achromas, des doublés achromas qui vont régler ces problèmes-là. On a aussi des aberrations liées aux imperfections des lentilles. Par exemple, l'aberration sphérique, si on utilise une lentille classique, c'est-à-dire pas une lentille asphérique, eh bien on va voir des rayons qui ne sont pas focalisés au même endroit sur l'axe optique. Et donc ça crée aussi du flou, ce qu'on appelle l'aberration sphérique. On a des aberrations aussi qui ne sont pas représentées ici, qui sont des aberrations de focalisation toute simple. Si le capteur n'est pas tout à fait placé à la focale de la lentille, un petit peu comme quand on est myope et qu'on regarde au loin et que c'est flou comme moi. Voilà, mon capteur, ma rétine n'est pas, ou c'est plutôt mon cristallin et ma cornée qui ne sont pas bien ajustés pour former l'image correctement sur ma rétine. C'est pour ça que souvent la myopie peut se tasser un petit peu avec l'âge, quand l'œil finit un petit peu de croître et que le cristallin se tasse un petit peu. Voilà. Une autre aberration, c'est l'astigmatisme. Donc là, c'est les lentilles en fait qui sont pas tout à fait de symétrie sphérique. Et donc ça donne un foyer ça donne plusieurs foyers, un foyer horizontal, un foyer vertical, un foyer astigmate. Donc tout ça c'est lié à la qualité des optiques. Et aujourd'hui, c'est épatant de voir sur des optiques d'assez faible qualité, donc des optiques en plastique moulé qu'on a sur les smartphones, la qualité des images qui sont faites. Pourquoi ?
Eh bien parce que derrière, il y a des traitements, j'en ai parlé au premier cours, des traitements basés sur des optimisations, sur l'intelligence artificielle, si vous voulez, ça fait plus sympa, mais des optimisations pour venir aussi corriger ces problèmes-là numériquement. Après, évidemment, si on a les moyens, et si c'est ce qu'on cherche à faire, on va mettre de l'argent dans des optiques de très haute qualité, pour des télescopes, pour des caméras de cinéma, pour des choses comme ça. On a Thales, pas loin de Saint-Étienne, qui est très réputé pour ses lentilles, notamment dans le cinéma, mais aussi dans l'aérospatial. Il y a aussi évidemment des aberrations qui sont liées au bruit thermique. Alors là, je faisais une petite démonstration en cours, mais là, je ne peux pas la faire. Ce qui est assez intéressant, vous aurez peut-être le temps de le faire en TD. Ça consiste à tout simplement prendre une photo en cachant l'entrée de votre capteur, de votre smartphone, et à regarder cette image. Et vous verrez que cette image n'est pas noire, elle n'est pas complètement noire. Vous aurez au lieu d'avoir des niveaux de gris à 0, parfaitement nuls, vous aurez du bruit en fait. Donc ça, c'est du bruit qui peut être thermique. Évidemment, si je m'amuse à chauffer mon smartphone à 100 degrés, il va y avoir de l'excitation électronique sur mon capteur de silicium et je vais peut-être avoir une image toute blanche. Le bruit, évidemment, de quantification, de la conversion analogique numérique, comme toute quantification, des interférences, et puis du blooming, de la saturation. Là, on a un joli effet de blooming sur cette photo, donc c'est pas un alien qui va atterrir, c'est tout simplement les pixels ici qui sont saturés en charge, si vous vous souvenez, des charges qui sont piégées ici. Et en fait, des fois, on peut avoir tellement de charge que ça va baver sur les pixels à côté. C'est exactement ce qu'on a ici, sur cette image. Donc c'est une blooming, c'est quand on est ébloui, l'éblouissement. On peut aussi avoir des effets de mauvaise résolution, de sous-échantillonnage. Donc vous les voyez aussi souvent sur des vidéos où des gens mettent des chemises à rayures. Ça donne des effets comme ça de moiré qui sont assez intéressants. Qu'est-ce qui se passe ici ? On voit ici que sur la devanture ici et le rideau de fer, on a un signal à l'origine qui est un petit peu sinusoïdal, lié aux franges du rideau de fer, et vu que alors c'est peut-être lors de la captation ou lors de la restitution, on n'a pas assez de pixels pour les résoudre, donc on prend qu'un pixel sur une ou deux périodes, donc on a des nouvelles périodes qui apparaissent ici. Et ça donne un effet de moiré, parce que d'ailleurs, ça donne une idée de la courbure. C'est aussi un moyen d'avoir une très très grande résolution, les effets de moiré. Mais bon, là, j'ai pas le temps de parler de ça, même si c'est très intéressant. Mais là, on a une information en fait sur la courbure de la porte, ici, de la devanture. Voilà. Alors, une tendance qui est de plus en plus importante aujourd'hui, notamment chez les chercheurs, c'est la captation d'images sans lentille. Alors pourquoi ? Eh bien, c'est-à-dire qu'on va capter la lumière telle qu'elle arrive et on va reconstruire l'image en calculant ce qui s'est passé à partir de l'information qu'on a et en estimant ce que la lumière a subi lors de sa propagation jusqu'au capteur. Alors évidemment, le truc le plus simple, c'est quand l'objet est extrêmement proche du capteur. Imaginez ici des billes posées sur le capteur directement. Et bien si on éclaire comme ça, on va voir les billes avec des effets d'ombrage et puis des effets ici ondulatoires liés à la longueur d'onde. Si on considère la lumière comme une onde électromagnétique, on a ici un petit peu comme une pierre dans l'eau avec des remous.
Donc c'est assez facile ici de situer les différentes billes. Mais on peut aller plus loin. Alors, quel est l'intérêt de ce truc-là? Ça va être pour imager des choses qui peuvent se déposer, comme des diapos de microscope, ou des lames de microscope pour être plus précis. C'est-à-dire des cellules prises en sandwich entre deux lames de verre. Et bien si on les met comme ça très proche du capteur, on a une image qui est déjà assez proche d'une image qu'on ferait via un microscope. Et on a juste un traitement, un calcul numérique à faire pour obtenir l'information. Et ça, c'est une boîte française, j'ai oublié le nom malheureusement, mais bon, ils ont publié dans Nature, où ils ont montré, ce que vous voyez ici, c'est un champ cellulaire avec une résolution tout à fait honorable. Et le gros intérêt, c'est que ça, par rapport à un microscope, c'est beaucoup moins cher, parce qu'il n'y a plus d'objectifs de microscope. C'est beaucoup plus petit, donc on peut le mettre dans des environnements beaucoup moins onéreux, si on veut augmenter l'humidité, si on veut changer la température, etc. Si on veut faire ça sur un microscope classique qui occupe un demi-mètre cube, pas un demi-mètre cube, mais un quart de mètre cube peut-être, évidemment l'environnement va être plus cher pour contrôler la température. Ça a la taille de... ça doit faire 10 cm de large, quoi. Et puis le troisième intérêt, c'est que la zone observée, c'est tout le capteur. Donc si le capteur est très large, on peut observer une zone très très large. Et au-delà de cette application, il y a des applications aujourd'hui où on positionne juste un capteur sans lentille et on va reconstruire, alors par des calculs d'holographie numérique, on va reconstruire des images comme ça. Un autre intérêt, c'est que la résolution va plus dépendre de la taille de la lentille, contrairement à la limite de diffraction que j'avais évoquée sur le premier cours, mais ça va dépendre de la taille du capteur uniquement. Et donc du champ de lumière collecté par le capteur. Très bien. Alors, passons maintenant aux images numériques. Alors, je crois que je vais faire ça dans le prochain cours, parce que ça fait déjà presque 40 minutes. Oh, si je peux prendre 2-3 minutes pour avancer, juste pour dire des banalités, donc vous pouvez vous reposer en écoutant, parce que vous savez ça déjà. Ayez juste bien à l'esprit qu'une image numérique, telle que vous l'avez sur votre ordinateur, c'est un tableau Excel. D'accord ? C'est un tableau Excel avec des valeurs, et l'écran, enfin la carte graphique vous restitue ces valeurs sur les pixels de l'écran, en couleur. Et donc, quand on capte une image, on l'a discrétisée via un CMOS, via un CCD, mais on l'a discrétisée aussi bien spatialement que en termes d'intensité, puisqu'il y a une conversion analogique numérique. D'accord ? Donc on passe de l'analogique au numérique. La quantification sur les couleurs est évidemment valable sur chacun des canaux de couleurs, rouge, vert, bleu. Bon, ici vous avez l'image réelle, vous l'avez l'échantillonnée, quantifiée, et puis ça c'est l'image quantifiée et échantillonnée. Donc voilà, quand vous prenez une image sur votre ordinateur, chaque pixel contient trois valeurs, généralement du rouge, vert, bleu, donc une intensité, un niveau de gris, pour le rouge, pour le vert et pour le bleu. Et on voit ici par exemple, c'est peut-être un petit peu dur de voir sur ces images-là, il faudrait regarder d'autres pixels, mais évidemment sur les zones vertes ici, on aurait des valeurs beaucoup plus importantes pour le vert que pour le rouge et le bleu, etc. D'accord ? Donc en fait, on manipule des tableaux Excel, quoi, tout simplement. Et avec Octave et MATLAB, ce qu'on va faire, on va manipuler des matrices, parce que ça va plus vite. Et puis surtout, on a des fonctions déjà qui existent, qui permettent de faire des calculs assez rapidement. Donc, si on prend des définitions un petit peu bateau, en toute rigueur, une image noir et blanc, c'est une image que en noir et en blanc. En fait,
on parle d'image en noir et blanc pour des images en niveau de gris. Donc on fait souvent la confusion. Mais bon, c'est pas très grave, hein. Je vais pas vous allumer si vous vous trompez là-dessus à l'examen. Je n'irai pas vous poser cette question-là. Mais vous pourrez briller en société en disant un soir, ah non, une image en noir et blanc, c'est pas une image en niveau de gris. Puis là, on vous dira pourquoi. Puis là, vous pourrez dire, voilà. Mais effectivement, une image en noir et blanc, c'est comme cette image à gauche, là, un petit peu sur les vieilles imprimantes, hein, qui étaient capables de faire uniquement du noir et du blanc, ou du pixel art, si vous voulez, hein, où on fait, enfin, c'est pas tout à fait ça le pixel art, mais on utilise uniquement des pixels blancs et des pixels noirs, et c'est la densité de ces pixels qui va donner un effet de gris. D'accord? Donc c'est cette image ici, en fait, où là, il y a vraiment que du noir, que du blanc, mais parce que vous avez des pixels qui sont très proches en noir, ici on a une zone qui apparaît noire, et puis ici des pixels très espacés, une zone qui apparaît gris clair. Évidemment, c'est des images qui prennent très peu de place par rapport à une image en niveau de gris. Et une image en couleur, ben, c'est 3 images en niveau de gris. Une pour le canal rouge, une pour le vert, une pour le bleu. Alors il y a d'autres espaces, hein, que le rouge, vert et le bleu, mais on va se concentrer sur le rouge, le vert et le bleu. Et là, vous avez déjà des petites notions aussi de la place occupée, et donc des moyens de compresser des images. Par exemple ici, vous voyez cette image qui est constituée de 8 bits, donc 2 puissance 8, 256 en rouge, en vert et en bleu, donc qui évidemment va prendre une certaine place. Si on descend la quantification en couleur à non plus 256 niveaux mais 8 niveaux, vous voyez, on voit assez peu de différence dans ces images. Pourtant, celle-là occupe beaucoup moins de place. Et d'ailleurs, si on pousse le bouchon en n'ayant que 2 couleurs en rouge, 2 couleurs en vert, 2 couleurs en bleu, ben on ne reconnaît pas tout à fait la fleur quand même, mais on a quand même la majorité de l'information. Donc voilà un terme de stockage, évidemment. Donc là, vous voyez que du niveau de gris aux couleurs, on a un facteur 3, tout bêtement. Voilà. Donc ça, on l'a déjà dit. On va utiliser la synthèse additive pour restaurer toutes les couleurs. Donc par exemple ici pour le jaune, qu'est-ce qu'on aurait? Eh bien on a un maximum de rouge, un maximum de vert, et puis on n'a pas du tout de bleu. D'accord? Donc on a 255 en rouge, 255 c'est intense, hein, c'est lumineux. 255 en vert, donc rouge 255, vert 255 et bleu 0. D'accord? Le blanc, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est 255, 255 et 255. D'accord? Voilà, comme je disais tout à l'heure, il y a d'autres espaces comme le cyan, magenta, jaune, où là on fait de la synthèse soustractive. C'est ça qu'on va utiliser pour les impressions de posters ou d'affiches publicitaires. D'accord? Donc c'est le même principe. D'ailleurs, on peut passer d'un espace à l'autre tout simplement en faisant 255 moins le rouge. D'accord? Voilà, cyan, magenta, jaune. Ils sont ici et on les retrouve ici. On les retrouve pour faire la synthèse additive. Jaune, cyan et magenta. Et le noir qui est la synthèse des trois. Voilà. Parce qu'évidemment, on imprime sur une feuille blanche et voilà quoi. Il y a d'autres espaces de couleurs. Donc on a cet espace-là qui est assez intéressant, qui est le HSV ou le TSV. Alors pour ceux qui se sont déjà amusés avec Photoshop ou GIMP, c'est un outil qui est fréquemment utilisé pour venir chercher des couleurs de manière précise. Alors il faut savoir que c'est un espace qui est redondant. C'est-à-dire que plusieurs valeurs peuvent donner la même couleur. Donc l'intérêt de cet espace, c'est pas la simplicité, mais c'est plutôt la création. Si vous avez déjà utilisé GIMP ou Photoshop, vous avez cet outil là et vous pouvez donc vous avez une teinte, c'est le H, c'est ce cercle ici uniquement,
Et puis vous avez la saturation et la valeur, ici. Et la valeur, c'est ce qui va vraiment correspondre à la brillance. Donc c'est cet espace-là, hein, de 0 au blanc. Et puis la saturation, c'est en lien avec la couleur. Alors, c'est utile pour Photoshop, parce que ça permet comme ça de... Je cherche une couleur précise et ensuite je veux changer sa saturation et sa brillance, sa luminosité. Mais c'est aussi pratique pour la détection d'objets. Parce que si vous cherchez un objet dans un espace où la luminosité, l'éclairage va changer, eh bien la teinte est assez peu sensible, elle est quand même sensible, mais elle est assez peu sensible aux dérives d'éclairage. Alors que si vous avez une couleur qui est définie comme le jaune ici par 255, 255, 0, si vous avez une dérive d'éclairage, eh ben, vous aurez toujours du jaune, mais ce ne sera pas du tout ces valeurs-là. D'accord ? Alors que la teinte, elle, ne va pas trop changer. Voilà l'intérêt de cet espace-là. Alors, pour ce cours d'introduction aux images numériques, on ne va pas faire des traitements sur des images couleurs. On va manipuler une image couleur au début pour bien comprendre ce que c'est, pour extraire chaque canal de couleur et faire obtenir la luminance d'une image. Mais c'est tout. Ensuite, on va travailler sur des images à niveau de gris, tout simplement. Donc des images, donc des tableaux de valeur en 8 bits de 0 à 255. Voilà. Alors, comment passer d'une image couleur à une image en niveau de gris ? Eh bien, on fait la moyenne des 3 canaux de couleur. C'est ça. Donc, je vais m'arrêter là pour ce cours, et puis je vais continuer sur le prochain cours où je vous parlerai un petit peu de ce qu'on peut faire avec ces tableaux. Et puis je vous parlerai un petit peu aussi d'Octave et de MATLAB et de comment vous allez utiliser ça, pour vous donner un petit exemple rapide. Voilà. Donc on a vu aujourd'hui on a vu aujourd'hui ces espaces de couleurs, rouge, vert, bleu. On a vu ce que c'était qu'une image quantifiée et échantillonnée. On a vu aussi un petit peu les problèmes sur les captations des images, les aberrations optiques, les aberrations liées à la quantification, au bruit thermique, aux interférences. D'accord ? Voilà.